Bonjour et merci à tous. Nous sommes en direct de Rent Channel. Rent qui est le salon de référence PropTech en Europe et bientôt à l'international. Je me présente Thomas Bigagli, je travaille chez Plug and Play. On est un des fonds de capital risque les plus actifs dans le monde, pas qu'en PropTech, et la plus grande plateforme d'open innovation. On aide les grandes entreprises majoritairement à booster leur transformation digitale grâce à des technologies externes qu'on appelle aussi start-up. L'histoire de Plug and Play a commencé dans les années 90 dans l'immobilier. Vous qui êtes français, vous deviez connaître, j'imagine, Xavier Niel et Station F. Notre CEO et fondateur Saïd Hamidi a fait la même chose dans les années 90. Et ses premiers locataires étaient les cofondateurs de Google ou même PayPal, Logitech, etc. Et en 2006, on a créé l'entité juridique Plug and Play. Et depuis, nous avons grandi et avons plus de 50 bureaux dans le monde. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des panélistes de très haut niveau avec nous et nous allons parler de l'état des lieux et des tendances actuelles de la PropTech. Donc je vais les laisser se présenter les uns après les autres. Et d'abord, Laura de LBO. Merci. Donc Laura Panquet, directrice d'investissement chez LBO France et plus particulièrement chez son fonds Newstone, qui est le fonds Venture PropTech, avec lequel on prend des tickets de 1 à 5 millions d'euros sur des séries A, séries B. On existe depuis à peu près 2 ans, on est en pleine période d'investissement, on a déjà fait 4 investissements et on sera bien sûr ravis d'échanger avec toutes les startups qu'on ne connaît pas encore s'il y en a dans le public. Merci Laura. Donc si vous levez des fonds, n'hésitez pas à la contacter. Je me tourne vers Robin. Bonjour à toutes et à tous, Robin, moi je suis le CEO de Stonal. Alors on a la chance de voir notre logo en gros derrière, donc je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux, parce qu'on n'est pas les seuls à parler sur cette table ronde. Mais donc Stonal, c'est une plateforme de gestion pour les gros asset managers. On a 200 millions de mètres carrés qui sont sur la plateforme et on aide les asset managers à avoir des data rooms à jour, à assurer la liquidité de leurs actifs, à réaliser leurs indicateurs ESG, à optimiser les charges d'exploitation de leurs bâtiments. Et avant de rejoindre Stonal il y a quelques mois, j'étais VC chez Euraseo où je m'occupais de la partie PropTech dans un fonds dit Smart City et j'ai fait beaucoup d'investissements dans cet univers-là. Et peut-être pour rebondir là-dessus, Robin, j'étais à la soirée Rent hier et j'ai dit que j'organisais cette table ronde à la Rent Channel et on m'a posé plusieurs fois cette question, pourquoi ce changement ? C'est vrai que c'est assez rare des VC qui passent du côté entrepreneur. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les entrepreneurs qui, une fois qu'ils ont vendu leur boîte, deviennent VC. Mais c'est une question d'opportunité, aussi simplement que ça. La société Stonal est une société qui était extrêmement intéressante, qui répond à un très très gros besoin des asset managers, qui participe à la digitalisation et au verdissement du patrimoine immobilier, et c'est quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur. Donc j'ai sauté dans l'aventure. Puis c'est aussi une question de personnes. Il s'avère que le président fondateur de la société, Michel Tolila, on est toujours président exécutif, et on a cette relation personnelle très forte. Super, merci beaucoup Robin. Et Sarah, que je connais depuis maintenant 3 ans, Grosvenor, avec une entreprise avec laquelle on a travaillé pendant longtemps à l'international. Ok. Donc, je suis Sarah Lucas, je suis le CEO de Grosvenor Property Europe. Grosvenor, c'est une foncière britannique privée qui est basée à Londres et qui a été fondée il y a 360 ans. Donc on est un peu plus âgé que les autres. On est aujourd'hui basé aussi en Europe, à Paris, à Madrid et à Stockholm. Et on a aussi une présence en Asie et en Amérique du Nord. Nos activités en Europe sont assez diverses. On a de l'investissement bureau à Madrid, on fait de la restructuration bureau à Paris, on gère des centres commerciaux à Stockholm et on fait un peu de projets de développement d'habitation aussi à Madrid. Donc c'est assez divers. Je pense qu'un des points importants de Grosvenor, c'est que notre politique, notre vision de l'immobilier, c'est une vision très long terme qui vient de notre histoire et de notre patrimoine historique à Londres. Et ça impacte beaucoup notre perspective sur nos investissements et la façon dans laquelle on travaille. Et je pense que ça nous amène aussi sur d'autres terrains. Donc, c'est pas du PropTech, mais c'est intéressant quand même parce que c'est du tech. On a aussi une partie de la société qui investissent dans les sociétés innovantes dans le domaine de l'agroalimentaire et donc qui cherchent des solutions pour une alimentation durable. Et ça, c'est très relié à d'autres actifs que nous avons en Angleterre, en Écosse, qui sont des forêts et des terres agricoles.
Donc on est assez particulier comme investisseur, mais c'est très intéressant aussi. Merci beaucoup Sarah, merci Robin et merci Laura d'être présente aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, Thomas Bigagli, je dirige la France chez Plug and Play, mais aussi les investissements en Europe, Moyen-Orient et Afrique. Aujourd'hui, nous avons parlé de beaucoup de choses. Et comme vous l'avez vu, les panélistes, on a aussi bien des investisseurs qu'une start-up, qu'un gros instit. Et c'était l'avantage de cette table ronde, c'était de pouvoir diversifier et d'avoir les points de vue divers et variés de ces derniers. Vous le savez aussi bien que moi que l'immobilier ou même la construction sont des industries très très riches, mais qui polluent énormément. C'est des industries qui essayent de se digitaliser de plus en plus, qui ont vécu un vrai boom un peu avant le Covid, mais qui ont été très chamboulées pendant la pandémie. Et donc je voulais rebondir sur ces sujets pour poser ma première question, qui est quel est ton point de vue, toi Laura par exemple, sur la PropTech actuelle? La PropTech actuelle, on l'a vu quand même en effet pas mal évoluer ces dernières années. Enfin, c'est un écosystème qui se construit depuis une petite dizaine d'années maintenant, avec le premier salon Rennes qui était en 2013, je crois. On voit le nombre de startups qui continue de grossir, le nombre de startups en création, puisqu'on suit de très près, nous, les startups qui se créent les derniers mois, les dernières années, pour pouvoir les suivre sur le long terme et les investir et les accompagner au bon moment par rapport à nous, notre thèse d'investissement. Donc, d'un point de vue quantitatif, il y a toujours beaucoup de projets. On voit aussi de plus en plus de fonds d'investissement se monter sur ces sujets-là, soit vraiment pure PropTech, ConTech, et puis certains d'autres un peu plus généralistes, mais avec dans les 2-3 segments, 2-3 focus qu'ils souhaitent pousser la PropTech. Donc ça, c'est une super nouvelle aussi pour les entrepreneurs. Hein. Ça veut dire qu'ils ont aussi plus de guichets à aller voir au moment où ils cherchent à lever des fonds. Et dernière chose sur la partie green, alors en l'occurrence, je ne sais pas si tu le savais, mais nous on a choisi de faire de notre fonds PropTech un fonds impact. Donc sur tous nos sujets, sur tous les dossiers qu'on peut recevoir, on doit avoir un angle soit environnemental bien sûr, soit inclusivité. Donc en effet, on voit de plus en plus de projets impact. Je pense qu'il y a une prise de conscience, évidemment, du public. Il y a aussi des sujets réglementaires qui font que de plus en plus de startups se disent qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer cette industrie de l'immobilier et du BTP. Et donc c'est super pour nous parce que ça fait un super vivier. Il y a aussi les mentalités qui ont un petit peu évolué suite au Covid et probablement un public qui est plus prêt à l'innovation et à consommer l'immobilier différemment par rapport à ce qui pouvait se faire avant. Non, très, très clairement. Et je pense aussi que, rappelons que la France a été quand même pionnière dans tout ce qui est sustainability. Tout cela date avec les Sustainable Development Goals des Nations Unies du sommet de Paris en 2014. Mais où je rejoins totalement Laura, c'est que la prise de conscience a énormément évolué depuis le Covid et aussi depuis les conflits géopolitiques derniers, que ce soit pour les entreprises publiques, privées ou même à forte croissance. Je voulais peut-être rebondir sur cette question avec toi, Sarah. Sachant que tu diriges l'Europe, mais d'une entreprise anglaise. Et il est vrai que l'Angleterre en tech ou même en immobilier représente quasiment l'équivalent de l'Allemagne et de la France réunies en tout ce qui est start-up, levée de fonds, etc. Qu'est-ce que tu penses de ces tendances et quel est ton point de vue sur la PropTech actuelle? Moi, je suis d'accord avec l'idée que ça a évolué beaucoup. On a l'importance de PropTech pour aborder des sujets qui se présentent aux investisseurs et aux propriétaires des immeubles en ce moment sont très importants. Donc, il faut trouver des solutions innovantes, technologiques pour les aborder. Ce que nous voyons, c'est une conjoncture difficile pour l'immobilier. Et donc, on aurait peut-être pu penser qu'il y avait moins d'appétit pour essayer de nouvelles choses, mais je pense qu'au contraire, ce qu'on voit, c'est que nous et d'autres propriétaires sont de plus en plus ouverts à l'idée de tester et, si les tests vont bien, d'adopter des nouvelles approches pour faire évoluer nos immeubles et la façon dans laquelle ils sont utilisés, la façon dans laquelle ils sont gérés, l'expérience qu'on donne aux utilisateurs finaux.
nous avons créé il y a quelques années un pôle innovation à Londres qui regarde tout le temps le marché de tech, pop tech, et qui voit à peu près, je pense, à peu près 1000 sociétés par an. Donc on regarde beaucoup le secteur pour essayer de discerner quelles sont les sociétés qui vont pouvoir nous aider à atteindre nos objectifs. Ce qu'on voit récemment, c'est surtout cette année, c'est une évolution qui va vers les solutions environnementales et qui vont nous aider à aller vers nos objectifs net zéro. On voit un peu moins l'accent sur l'utilisateur final, parce que pendant un certain temps, on voyait beaucoup de produits qui étaient destinés pour le commerce, à essayer de faire revenir les gens dans les magasins physiques plutôt que essayer d'acheter en ligne ou d'améliorer l'expérience d'acheter en ligne. Ça existe toujours. Le Covid a chamboulé complètement les centres commerciaux, donc il y a eu énormément d'efforts pour essayer de faire revenir les clients, en passant par augmented reality et plein de solutions très, très intéressantes et assez fun. On a eu un peu la même chose pour les bureaux, comment faire revenir les gens au bureau. Donc ça aussi, on a vu des changements avec des applications pour fournir des services, etc. Mais depuis le début d'année, là, on voit vraiment beaucoup de propositions sur la gestion efficace et économe des immeubles. Donc, c'est une question d'énergie. Le prix d'énergie a vraiment provoqué une réponse qui est très, très utile et bienvenue pour atteindre nos objectifs net zéro aussi. Voilà. Ah, c'est clair. Donc, on est d'accord. Beaucoup de net zéro et aussi comment pouvoir ramener, que ce soit des clients dans les centres commerciaux ou même des employés dans leurs locaux. C'est vrai que c'est un vrai challenge qu'on voit et que la plupart des acteurs se posent et que la pandémie a inévitablement boosté en digitalisant le monde et notre quotidien. Et toi, Robin, je rebondis sur ton point de vue côté start-up, mais pas seulement. Moi, j'ai créé en 2016 Real Estate, qui est rapidement devenu l'une des premières communautés de start-up de PropTech en Europe. On rassemblait à un moment jusqu'à 250 start-up. Et en 2016, on était un peu au début de la vague. On a vu beaucoup d'initiatives avec beaucoup d'entreprises qui se sont lancées. Parfois, il y avait 5-6 compétiteurs sur le même segment. Donc, on voyait bien que qu'à un moment, ça allait finir par s'assécher. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un peu moins de création qu'au boom du cycle, c'est-à-dire vers 2018-2019, où là, on a vu le maximum de création. Là, il y a un peu moins de création, mais c'est assez normal parce que je le lis aussi à la maturité des acheteurs et des clients. C'est-à-dire qu'on doit sortir un petit peu de la phase de POC ou de pilote pour aller vers des solutions qui peuvent être des solutions de déploiement massives. Et aujourd'hui, c'est ce que recherchent les gros asset managers qui ont beaucoup testé, qui ont beaucoup essayé, qui ont passé beaucoup de temps parfois en interne parce qu'il faut passer les obstacles de la DSI, il faut passer les obstacles budgétaires, il faut passer les obstacles du legal, du RGPD, je ne vous fais pas toute la liste, pour au final déployer sur un actif pour des sommes qui sont très petites, alors que les asset managers gèrent plusieurs milliards d'euros. Donc leur dire ou alors on va faire des achats sur des portefeuilles qui font quelques millions d'euros quand vous gérez 1 milliard, un asset manager, il y a plein de gens qui déploient plutôt 100 millions par an. Donc déployer 1 million supplémentaire, ça, c'est pas à l'échelle. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que la première génération de sociétés est en train de maturer et arrive avec des solutions qui sont à l'échelle. Et c'est hyper important pour moi parce que je vais citer un chiffre très simple. Vous avez 10 boîtes de real estate software, mais un peu plus, 11 aux US, qui font plus de 200 millions de chiffre d'affaires. Il y en a une seule en Europe. Et donc tout le sujet, c'est un moment d'en créer qui soit à cette échelle-là. Parce que faire des boîtes de quelques millions d'euros, c'est bien, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais on a besoin de créer des champions ou des géants. Et sinon, ce qui se passe, c'est que les Américains sont en train d'arriver. Je ne vais pas vous faire la liste des gros players. Alors, c'est pas des nouvelles boîtes aux US, c'est des boîtes plutôt installées qui ont 20 ans d'existence. Hein. C'est du software, ça prend du temps dans le real estate quand même. Mais ces gens-là sont en train d'arriver en Europe. Et donc, si on n'est pas capable de leur opposer à un moment des solutions à l'échelle, ils vont finalement grignoter les marchés parce que du côté de l'asset management ou même du côté de la promotion, les besoins, ils sont d'avoir des solutions groupes, globales, qui vont marcher sur tous les pays d'un coup et pas faire des petits époques ou expérimentations.
Et donc ça, pour moi, c'est vraiment le point crucial. Et du côté des différents personas de clients, alors moi, je vais parler plutôt du segment que je connais le mieux, qui est celui des asset managers, donc les gens qui gèrent des gros portefeuilles immobiliers. Sur ce segment-là, en fait, c'est assez marrant, mais plus c'est la crise dans la partie immobilière, plus les gens sont intéressés à investir. Pourquoi ? Pour deux raisons. Quand c'est un cycle de boom, ils collectent énormément, ils dépensent énormément parce qu'il faut mettre l'argent au travail. Donc il n'y a pas de temps pour s'intéresser à la gestion du portefeuille. En tout cas, il y a moins de temps pour s'intéresser à la gestion du portefeuille. Quand vous collectez 100 millions ou 1 milliard par an, vous devez rendre l'année suivante 5, 6, 7, 8, 9, 10% à vos clients. Et donc vous mettez l'argent au travail et vous vous mettez à acheter. Et il y a moins de temps disponible pour regarder. Quand c'est un peu un inverse, un cycle qui commence à se ralentir, les gens regagnent un peu de temps en interne et se mettent à réinvestir, à rechallenger la gestion du portefeuille, à rechallenger la détention des actifs. Comment créer plus de valeur sur mes actifs en baissant mes charges d'énergie, en augmentant le bien-être de mes locataires, en étant plus green parce que j'ai des trajectoires net zéro sur lesquelles je me suis engagé à mon niveau ou au niveau groupe. Et donc on voit qu'en fait, de manière assez contre-intuitive, en contracyclique, il y a plus d'espace pour investir et ça avait été le cas en 2008-2009 également, où en fait la crise avait plutôt servi de moment où les gens avaient un peu modernisé leurs pratiques. Donc ça, c'est sur la partie asset management, qui est celle que je connais le mieux. On verra si c'est le cas sur d'autres segments de marché, les gestionnaires d'actifs pour le logement, ou que ce soit les administrateurs de biens, les mandataires sociaux, les agents immobiliers. Bon, ça, c'est à voir comment ils réagiront. Mais en tout cas, sur notre partie, on voit bien qu'on a une opportunité qui est en train de se dessiner. Et encore une fois, pour pouvoir implémenter des solutions at scale, à l'échelle, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et aujourd'hui, dans un univers où il faut bien voir que l'asset management se concentre énormément, c'est un univers où les plus gros gestionnaires sont en train de concentrer énormément. Je donne ce chiffre, mais le fonds Blackstone Real Estate Investment Trust, il a été créé en 2017. On est en 2022, il fait 72 milliards d'euros. C'est un seul fonds. Donc c'est ça la taille et la maille dans laquelle on évolue aujourd'hui. Et donc si on n'est pas capable de servir ces très gros clients, et la barrière à l'entrée pour les servir devient de plus en plus haute pour les plus petites solutions, au bout d'un moment on va être bloqué. Et donc on a vraiment besoin de ce passage à l'échelle, et heureusement j'ai l'impression qu'il s'opère en Europe. Non, très clair, et je pense qu'on est tous plutôt alignés sur ce sujet-là. Pour revenir sur ce point, donc de mettre ces nouvelles sociétés à forte croissance, mais à l'échelle, en Europe, comment pensez-vous qu'on pourrait les aider ? Je pense qu'on a tous un rôle à jouer, que ça soit aussi bien nous en tant qu'entrepreneurs, investisseurs, gros institutionnels. Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être que tu veux rebondir là-dessus, Laura ? Ouais, je pense que c'est toujours un mix de facteurs. Évidemment, il y a le sujet financement qui nous préoccupe particulièrement. On a une problématique en France d'avoir des fonds late stage qui s'intéressent au PropTech. C'est un vrai sujet. C'est un sujet aussi sur d'autres segments, sur d'autres secteurs. Il n'y a pas que la PropTech qui est un peu oubliée. Et c'est particulièrement un sujet depuis 6 mois à peu près, depuis que finalement les investisseurs américains se sont peut-être pas désintéressés du marché européen, mais en tout cas se sont un petit peu recentrés sur leurs propres problématiques du fait de la baisse de la bourse et des valeurs tech là-bas. Donc c'est un sujet. Il faut aussi faire en sorte que les startups qui ont réussi à lever, parce que jusqu'à la série B, C, on trouve en France sur la PropTech sans trop de problèmes, puissent envisager d'avoir toujours une jolie croissance, mais une croissance presque proche de la rentabilité, excusez-moi du vilain mot, qui permettent d'en faire des acteurs long terme et qui soient capables de passer at scale, comme le disait Robin. Non, très clairement. Et toi, Sarah, en tant que très grande entreprise, il y a 360 ans, comme tu le mentionnais si bien. Ouais. Il n'y avait pas de tech à ce moment-là. Je pense que comment on peut les aider, ce que je vois de mon point de vue, c'est qu'il y a quand même le monde de l'immobilier et le monde du tech sont deux mondes très différents, qui tournent avec des perspectives très différentes. L'immobilier, c'est long terme, la tech, ça bouge tout le temps. Donc, on est avec des compétences et des connaissances qui sont aussi très différentes. Donc, il faut, je ne sais pas comment, mais il faut essayer de trouver une façon que les sociétés de PropTech qui ont de très bonnes idées comprennent vraiment les besoins des utilisateurs, des asset managers, des propriétaires. Parce que pour nous, ça part d'un besoin. Donc c'est très bien pour avoir les choses qui sont très fun, qui vont assez passagères, mais si on ne s'en sert pas,
on va pas pouvoir passer à une échelle supérieure. Donc je pense que vraiment comprendre, et je pense aussi peut-être ça passe par une façon plus facile de tester, parce que c'est un peu le défi qu'on voit aussi, c'est comment faire tester en situation réelle des nouvelles technologies, comment on peut être sûr que ça marche, est-ce qu'il y a des modifications à faire. Et nous, on a un petit atelier Innovation Lab à Londres où on teste des choses avant de les utiliser. C'est très, très utile. Je sais qu'il y a des acteurs comme Prologis dans la logistique qui ont un entrepôt énorme à San Francisco qui testent aussi des robotiques et tout ça. C'est une très bonne façon de voir ce qui va marcher. Et donc, pour les investisseurs, après, de savoir quels produits risquent de réussir et pouvoir financer leur développement. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut essayer de travailler peut-être un peu plus ensemble, de trouver des solutions. Actuellement, on nous propose des choses qui sont très sympas, mais pas forcément utiles. Non, très clair. Je pense que la barrière, encore une fois, vient du fait que les grandes entreprises n'ont pas forcément le temps ou même n'ont pas la motivation de travailler avec des entrepreneurs ou des entreprises à potentiel forte croissance, mais assez jeunes, et de co-construire avec ces derniers. Ouais. Mais je suis d'accord avec Robin que dans des périodes qui sont plus difficiles, conjonctures plus difficiles, peut-être on a plus de temps, pas forcément, mais on a plus de besoins. Parce que là, c'est essentiel qu'on réduit, qu'on vraiment serre nos coûts, qu'on essaie de limiter les coûts d'exploitation et qu'on trouve des points de différence pour nos occupants. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter qui est différent à d'autres immeubles, etc. C'est sûr. Et rappelons aussi que l'immobilier ou même la construction a été une industrie qui a utilisé des technologies ou des acteurs d'autres industries externes depuis énormément d'années, à contrario d'autres industries. Donc ils ont su utiliser des startups ou même d'autres entreprises afin de régler leurs propres besoins ou points de douleur, et ce qui n'est pas forcément le cas, ou qui n'était pas le cas du moins il y a 15 ans, 10 ans dans d'autres industries. Et toi Robin, qu'est-ce que tu penses? Comment pourrions-nous aider ces entrepreneurs afin qu'ils deviennent des acteurs plus conséquents sur ce marché? Les entrepreneurs, ils s'aident tout seuls, sinon ils ne seraient pas entrepreneurs. C'est la règle de base. Le sujet du financement est un sujet, mais je ne pense pas qu'il soit prioritaire, comme l'a dit Laura, et je partage entièrement. Du financement, il y en a pour le early stage en PropTech. Ça a très largement monté. La classe, même PropTech, existe réellement désormais dans la tête des gens. Il y a des fonds thématiques. Chez les généralistes, il y a souvent une personne qui est soit dédiée, soit à ça dans son portefeuille. Donc aujourd'hui, la classe d'actifs, entre guillemets, existe. Et je ne pense pas que le sujet soit du financement soit le sujet principal, peut-être un peu plus sur late stage, mais le point principal qui aujourd'hui freine la PropTech, c'est que c'est un marché de cycle de vente très long et où la maturité des clients est lente. Et on vient d'expliquer pourquoi, pour plein de bonnes raisons, mais c'est des cycles qui sont lents. Et donc la seule façon de réussir à accélérer, c'est de restreindre un peu ces cycles et donc augmenter l'utilisation ou la capacité d'utilisation des outils par les clients. Il n'y a pas de magie. Soit les outils sont plus simples, soit ils répondent vraiment à des cas d'usage hyper sacisés au sens où j'ai un petit problème, j'ai une petite solution et pas le gros truc qui va changer complètement mes modes de fonctionnement. Il y a un problème aussi souvent, c'est qu'on a des outils qui ont l'ambition de faire changer les modes de fonctionnement. L'immobilier, comme c'est un secteur à maturité très lente, les gens ne changent pas leur mode de fonctionnement. Donc en fait, il faut faire l'inverse. Il faut s'adapter à des modes de fonctionnement tels qu'ils sont. Et je donne juste un exemple de ça. Il y a beaucoup de gens, nous on fait de l'analyse documentaire, donc on va collecter tous les documents relatifs à un immeuble, on va les lire automatiquement, les classer et extraire un certain nombre de métadonnées qui sont compris dans les documents. Donc un bail, on va pouvoir vous dire, on va retrouver le nom du preneur, on va lui dire ce preneur-là et cette adresse-là il est relié à tel bâtiment, et après on va pouvoir extraire un certain nombre de valeurs qui sont l'indice de référence, le loyer, un certain nombre de mesures d'accompagnement, mais bon là on rentre un peu dans la technique parce que c'est rarement écrit de la même façon, mais on va pouvoir faire ce travail-là d'extraction. Il y a plein de gens qui, depuis des années, qui disent grosso modo, en fait, vous vous complexifiez la vie à faire ça, on n'a qu'à faire de l'éditique, et donc on n'a qu'à donner un modèle de bail standard, et puis après, c'est tout simple. Si le modèle de bail est standard, les gens rentrent de la donnée proprement, et j'aurai la donnée. Ça n'existe pas.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucune boîte qui n'a réussi à faire de l'editing. Même les plus grosses ERP n'ont pas réussi à imposer des modèles de beaux standards à leurs équipes. Donc une fois qu'on se dit la solution magique qui est de dire je vais imposer mon modèle et ça va faire en sorte que les gens vont le suivre et à la fin je vais avoir de la donnée propre, ça marche pas. Donc on se dit bah ok, c'est pas comme ça que ça marche. Donc nous les gens ils déposent tout dans un fichier, un SharePoint ou n'importe quel serveur et c'est nous qui allons nettoyer, classer, organiser ça parce que de toute façon à la fin de la journée l'asset manager il me balancera les documents dans son SharePoint. Donc c'est ça pour moi le vrai point, c'est qu'il faut se mettre à la place de ses clients. Les clients pour eux ils ne sont pas forcément habitués à la technologie, ils vivent dans des environnements qui sont moins stressants entre guillemets que d'autres industries type l'automobile qui vit des chocs externes monstrueux donc qui se prend claque sur claque. Quand vous êtes un asset manager immobilier, il y a des crises, il y a plein de choses qui sont difficiles, mais en général, quand il y a une crise, il n'y a pas beaucoup d'alpha. C'est-à-dire que vos valeurs, elles baissent, mais les valeurs des copains, elles baissent. Quand ça monte, ça monte aussi. Mais il y a rarement quelqu'un qui vient en fait prendre exploser la market share et vous prendre tout le marché. C'est pas comme ça que ça marche en immobilier. Et donc, c'est un métier qui est beaucoup plus cyclique et beaucoup plus entraîné par la macro. Et donc, les gens sont moins appétents à des solutions de rupture. Et donc, si les gens sont moins appétents à des solutions de rupture, eh ben, on s'adapte à eux et on fait en sorte que nos outils soient beaucoup plus, ne changent pas les workflows, ne changent pas les process à l'intérieur des organisations. Donc des solutions plus incrémentales que de rupture, j'ai l'impression. Au-delà de la croissance de ces entreprises en PropTech en Europe et du net zéro dont on a parlé, est-ce que vous voyez d'autres grosses tendances depuis ces dernières années et j'imagine encore plus depuis la fin de la pandémie ? On a vu beaucoup de sujets sur l'investissement locatif, bien sûr, sur la gestion locative et en dehors des problématiques impact dont on a déjà un petit peu parlé, beaucoup de choses aussi en tout cas qui naissent sur le Web3 et sur la tokenisation de l'immobilier. Donc on regarde ça, nous, de façon assez attentive. On essaye de grandir avec les sujets, de mieux les comprendre petit à petit. Pour la plupart, les projets qu'on a vus sont des projets encore assez jeunes, assez seed. Donc on les accompagne et on espère qu'on sera prêt quand le marché le sera aussi. Mais en tout cas, c'est des sujets super intéressants. Enfin, pour le coup, là, on est sur un paradigme vraiment différent. Et il y aura probablement pas mal de choses à faire là-dessus. Et pour finir quand même sur les sujets impact, il n'y a pas que les sujets environnementaux, il y a aussi toutes les startups qui essayent de faciliter l'accès à la propriété. Ou d'ailleurs à la location, il peut y avoir deux types de sujets. Donc ça, on regarde aussi de près ces sujets-là. Et enfin, sur les sujets plus occupation, il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été faites dans les dernières années, le sharing, le co-living, etc., le coworking. Il y a encore des nouveautés aujourd'hui, donc on les regarde de près sur comment maximiser finalement l'utilisation d'une propriété, la semaine, le week-end, etc. Comment répondre aux nouvelles problématiques des personnes qui travaillent plutôt en télétravail une partie de la semaine et qui de temps en temps doivent voyager à l'autre bout de la France 1 ou 2 jours par semaine et comment faire en sorte qu'on puisse les loger décemment. Voilà, donc pas mal d'évolutions suite aussi au Covid. C'est super intéressant, ça fait de beaux sujets à regarder. C'est sûr, ou même bien monétiser les infrastructures avec des nouvelles solutions qui peuvent aider tous ces différents acteurs. Et toi, Sarah, ouais. Qu'est-ce que tu vois en tant que grande entreprise, au-delà du net zéro ou même de ces startups qui ont des problèmes à grandir, du moins en Europe? Ce qu'on voit, je pense, on voit beaucoup plus aussi de 3D, donc des solutions pour l'expérience des utilisateurs et aussi pour nous, pour notre fonctionnement. J'ai mentionné Augmented Reality, on avait eu quelque chose de très chouette à Liverpool, on avait des dinosaures qui se baladaient dans le centre commercial via une application, c'était très, très intéressant et très populaire avec les clients. Et on travaille sur une solution pour nos commerces dans le centre de Londres, parce que là, actuellement, on ne voit pas de touristes chinois, par exemple. Qui aiment bien les boutiques de Bond Street, etc. Donc on travaille sur une virtual Bond Street avec les enseignes qui sont là pour que ces clients puissent
aller virtuellement dans les boutiques, pas juste acheter en ligne, mais avoir l'impression d'être sur place. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore fait, mais on va dans ce sens-là. Donc c'est vraiment intéressant. Et niveau efficacité, on a aussi une outil qui s'appelle Pupil, qui capte les dimensions intérieures d'un immeuble, qui le transforme en modèle numérique. À partir de là, on peut faire des plans, on peut faire des calculs de surface, on peut faire des visites virtuelles d'immeubles et aussi savoir comment on peut le gérer, modifier, renouveler pour l'avenir. Donc c'est vraiment, ça va créer un jumeau numérique au final. Et ça, c'est extrêmement utile pour nous. Donc c'est à la fois pour l'utilisateur, à la fois aussi pour nous en tant qu'investisseurs et gestionnaires d'immeubles. Et puis, oui, la façon dans laquelle on travaille, c'est les outils qu'on peut avoir. On voit aussi un peu plus d'offres là-dessus. On a des sociétés qui font des drones qui inspectent les toitures. Donc, c'est des choses comme ça on voit de plus en plus de solutions comme ça qui rendent notre travail plus efficace. C'est sûr. Tous ces métiers qui se digitalisent et qui vous permettent d'être plus efficaces ou même de réduire vos coûts. Bond Street, super intéressant. J'espère qu'on aura la même chose avec les Champs-Élysées, potentiellement, ou rue de Rivoli. Qui sait? Et toi, alors, Robin, qu'est-ce que tu vois d'autre comme grosse tendance actuelle dans la PropTech? Je pense qu'on a mentionné quelques-unes, mais il y a tout sujet d'efficacité énergétique. Il faut bien voir que l'immobilier a fait sa transition environnementale plus tard que d'autres secteurs. Donc on a, par exemple, sur l'automobile, il y a 10 ans de retard entre les premières réglementations automobiles et les réglementations liées à l'immobilier. Donc en fait, on est en train de faire ce travail-là avec un peu de retard. Et donc les temps de passage sont aussi plus courts et donc ça fait une pression qui est assez forte parce que les obligations qu'on s'est mises, que ce soit au niveau français du commercial real estate ou du résidentiel et européen, sont des temps de passage qui sont quand même vont être assez raides à tenir. Ça, c'est vraiment pour moi un des très gros drivers, mais on l'a déjà dit. Le deuxième driver en résidentiel qui est très puissant, c'est l'accès à la propriété. On voit bien qu'on est dans un marché ou dans des marchés où on est en déficit de logement. Pas qu'en France, mais dans tous les pays développés, on a un déficit de logement dans les zones où les gens veulent vivre. Et donc ça crée évidemment une pression très forte pour trouver l'accès au logement déjà, donc les solutions de gestion locative, mais aussi l'accès à la propriété immobilière, donc à la source de création qui est la propriété de richesse, qui est la propriété immobilière. Il faut bien voir que la création patrimoniale pour les classes moyennes en Occident, c'est fait grâce à l'immobilier, quasiment très très largement. Et donc, au bout d'un moment, si on éteint ce moteur-là, ça va quand même poser un petit sujet social. Et donc, forcément, il y a plein de solutions qui peuvent s'imaginer. Mais là aussi, il faut bien voir, c'est un peu comme mon sujet de conservatisme des asset managers, on a aussi un conservatisme des clients. C'est-à-dire que quand un client a été habitué à un mode d'acquisition, à un mode de financement qui est celui de ses grands-parents, de ses parents, de lui-même, de ses frères et sœurs et de ses voisins, lui dire on va faire quelque chose de différent, l'être humain est quand même assez conservateur. C'est-à-dire qu'il n'adhère pas tout de suite. Il y a un coût d'éducation du marché qui est quand même assez important dans cette phase-là. Et pour moi, on est vraiment au début d'un mouvement qui va être profond, mais dont la vitesse n'est pas forcément assurée tout de suite. Il y a quand même un peu va falloir vaincre la réticence de base pour réussir à passer ça. Et puis après, je l'ai un peu évoqué, mais sur la partie jumeaux numériques, voilà, ça c'est quelque chose qui est très puissant. On a encore un gros gap, un trou entre l'usage du BIM en mode construction et réhabilitation et son usage en mode exploitation. Et on n'a toujours pas, même si on commence à tisser un peu des fils entre les deux, on voit bien qu'on a des gens qui payent des maquettes et avec tout un savoir-faire qui ont modernisé l'industrie de la construction et de la réhab et on n'arrive pas à créer ce pont automatisé le plus possible et au coût au moindre en phase d'exploitation. Donc là, on va continuer. Je pense qu'il y a plein d'initiatives pour réussir à tisser ce lien. Et il est crucial parce que on sait qu'on va réhabiliter beaucoup de bâtiments. Si on fait un travail en phase réhabilitation et qu'on le gâche dans la phase d'exploitation, c'est stupide. On a vraiment versé de l'eau dans le désert. Donc il faut un moment qu'on puisse récupérer ces maquettes et que quelqu'un se sente un peu in charge ou accountable de leur maintien, de leur gestion. Et c'est comme souvent, là aussi, c'est un problème du marché, c'est que dans ce marché, les responsabilités sont très fragmentées
il n'y a pas souvent un seul décisionnaire et un seul donneur d'ordre. Et donc, quand il y a plusieurs personnes autour de la table, quand on dit qui est-ce qui va payer, tout le monde se regarde en disant c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et forcément, il y a un petit sujet de qui est le payeur ultime, sachant que les bénéfices sont partagés sont partagés. Et donc, problème d'alignement d'intérêts entre qui paye et qui est le passager clandestin. Et donc ça, c'est un assez gros problème dans l'industrie en général. Voilà, pour moi, c'est un peu les grosses tendances que je vois et qui peuvent être vraiment source de création de valeur. Et là, on parle juste de l'immobilier pur. Évidemment, l'immobilier s'inscrit dans ce qu'on appelait, nous, Smart City. Et donc là, il est impacté par ces mouvements-là. Il est impacté par le transport, il est impacté par l'énergie, on l'a dit. Il est impacté par plein de choses. Donc, voilà. Inévitablement. Super intéressant. Merci beaucoup, Robin. Peut-être pour rebondir là-dessus, Laura, je me demandais, qu'est-ce que tu vois dans la PropTech comme potentiel de croissance ou même limitation, pour rebondir sur tout ce que Robin vient de mentionner? Sur potentiel de croissance, je pense qu'on vit depuis 2-3 ans un changement assez profond voilà, dans nos façons de vivre, dans nos façons de consommer l'immobilier chez nous, au bureau, quand on fait du shopping, typiquement, ou quand on voyage dans les hôtels. Donc, je pense que c'est un bon moment pour les startups, pour les entrepreneurs, de tenter de nouvelles choses, de faire en sorte que le consommateur final puisse avoir une expérience différente, une façon, encore une fois, différente de consommer l'immobilier. Donc je pense que pour le coup, là-dessus, il y a un bon momentum. On a une crise conjoncturelle en ce moment qui fait que l'immobilier dans son ensemble va souffrir. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. C'est justement, comme on l'a déjà dit, à mon sens, une bonne opportunité pour les startups qui sont là, que ce soit des startups B2B ou B2C, pour proposer des choses différentes par rapport à ce que peuvent faire les acteurs traditionnels. Donc, il y a probablement des coups à jouer. Il faudra être patient parce que, justement, les acteurs traditionnels, eux, auront des problématiques court terme à gérer. Il faudra donc savoir supporter ces cycles longs dont Robin parlait tout à l'heure. Mais je pense qu'à terme, il peut y avoir de vraies belles opportunités et de prise de marché pour ces startups-là. Après, sur les limitations, encore une fois, il y a des limitations structurelles sur l'immobilier. C'est des temps longs, c'est des acteurs qui sont... alors qui s'améliorent, les corporates, mais qui sont quand même un petit peu... Voilà, l'innovation, il a fallu un peu de temps pour que ça arrive chez eux. Même parfois, quand ils ont des directions spécialisées ou qui peuvent avoir des initiatives d'incubateurs, d'accélérateurs, etc., on sent parfois qu'au niveau opérationnel, en fait, ceux qui vont vraiment utiliser les solutions, il y a encore des freins, très franchement. Parfois, on se retrouve avec des startups qui signent des contrats cadres. Tout le monde est super content. Et en fait, 6-12 mois après, on se rend compte que personne n'utilise le produit. Donc, le contrat cadre ne sera pas renouvelé. Donc, il y a des vrais enjeux. D'aller convaincre profondément les corporates, dans le sens, pas seulement la direction, mais aussi les opérationnels. Donc ça, pour moi, c'est un peu le plus gros frein pour les PropTech, cette limitation structurelle. Ouais. Et est-ce que tu vois, peut-être, Laura, dans les fonds très thématiques de capital risque avec des corporate LPs, donc des investisseurs très institutionnels qui cherchent du retour sur investissement, mais parfois pas seulement. Est-ce que tu trouves que ces derniers, ces LPs, ont tendance à aussi vouloir travailler avec ces startups dont les fonds ont investi dedans? Oui, ça, je trouve quand même qu'il y a un changement entre... alors, je ne me suis pas intéressée au PropTech peut-être aussi tôt que Robin, mais depuis 4-5 ans que je regarde ce secteur-là, je trouve quand même qu'il y a une belle évolution, enfin une évolution positive des corporates qui ont compris que dans l'intérêt en fait de travailler avec les startups, l'intérêt d'essayer d'aller trouver de l'innovation en externe et pas simplement en interne, l'intérêt aussi de ne pas aller tuer les startups mais de plutôt les faire grandir pour pouvoir améliorer eux leurs propres services. Donc oui, je pense que là-dessus il y a des opportunités. Super, merci beaucoup Laura. Et peut-être Sarah, tu nous parlais beaucoup d'investissement en start-up, mais est-ce que tu vois au-delà de ça des potentiels de croissance et limitations dans cette industrie?
Personnellement, je crois que pour les propriétaires ou investisseurs, je pense que c'est la technologie qui va nous permettre à aller vers net zéro qui va prendre le dessus dans les années qui viennent. Parce qu'on est beaucoup à avoir pris des engagements pour 2030. C'est demain. Et on ne sait pas faire pour l'instant. Donc, on n'a pas la solution. La solution va venir des nouvelles technologies, des nouvelles solutions, les nouvelles façons de gérer nos immeubles, de rénover, etc. Et ça, on en est loin, on fait ce qu'on peut, mais on fait des petits pas. Et il faut commencer à faire des plus grands pas. Et je pense que c'est là où les grands investisseurs vont avoir plus envie d'investir, je dirais, parce que pour eux, c'est très important. Pour nous, c'est très important. Donc, on va consacrer plus de moyens, de temps et d'investissement sur ce sujet-là qui sont vraiment très crucial maintenant. C'est vraiment très important. On ne perd pas l'utilisateur de vue, mais on a beaucoup focalisé sur l'utilisateur pendant quelques années et je pense qu'il est temps maintenant de regarder l'outil de base. Et l'outil de base est très polluant, donc il faut faire quelque chose. On se focaliser sur la planète plutôt que les utilisateurs maintenant. Non, mais très clair, oui, encore une fois. On fait les deux. En focalisant sur la planète, on aide aussi les utilisateurs. Donc clairement. Je pense qu'on ne peut pas y échapper. Il faudrait qu'on le fasse. Ouais. Clairement. Et toi, Robin ? Je partage entièrement ce qui vient d'être dit. Pour moi, c'est le net zéro et pas l'ESG, justement, qui va pousser, tout simplement parce que sur le net zéro, on a en fait un indicateur métrique extrêmement clair et dans lequel on commence à avoir une nomenclature, c'est-à-dire qu'on commence à nomenclaturer le poids carbone des différents composants, des différents équipements, on commence à spécifier un peu tout ça. Et donc, étant donné que l'objectif est très simple, on se dit beaucoup de gros asset managers, et notamment quand ils émanent d'asset managers généralistes, ont pris des engagements extrêmement clairs qui sont scrutés par le régulateur, scrutés par les marchés. On a vu DWS, le scandale green de DWS, c'est moins 30% dans la journée sur le cours de bourse de DWS. Et moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait, nous aussi, en tant qu'industrie, l'industrie immobilière, et comme l'industrie automobile, son Dieselgate à un moment. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont pris des engagements et dont la réalité tangible de ces engagements est clairement pas là aujourd'hui. Alors j'espère pour eux qu'ils les atteindront, mais aujourd'hui elle n'y est pas. Et l'ESG en immobilier, on a été beaucoup dans une logique tick the box, déclarative. Et en fait, là, le régulateur est en train de revenir dessus, en train de se dire maintenant, prouvez-moi que vous avez raison. On sait que les comptes en extra-financier vont désormais être labellisés ou certifiés par les CAC, les accountants de plus en plus. Et ces gens-là vont venir gratter un peu en disant mais ok, vous avez coché cette case, mais sortez-moi les documents. Et il faut bien voir qu'aujourd'hui, le reporting ESG tel qu'il est fait chez pas mal d'acteurs quand même, il y a pas mal de fautes humaines, c'est beaucoup déporté sur le property manager qui n'est pas payé spécifiquement pour ça. Donc c'est un processus qui aujourd'hui est encore, à mon sens, il y a un décalage entre la façon dont il est mené et les engagements faciaux qui ont été pris et qui va irriguer tout parce que derrière en fait les travaux. Aujourd'hui, les travaux, quand vous faites des lignes de travaux, vous fonctionnez par ratio. Vous dites temps par mètre carré. Les travaux sont rarement engagés à 100%. C'est une industrie où on engage parfois que 60% de ses capex, parfois 50% de ses capex. Et donc, en fait, cette trajectoire net zéro va rechallenger tous les process en interne. Les travaux, les coûts, la gestion des locataires aussi. Et donc, de mon point de vue, c'est vraiment ce qui va driver. Et puis, vous l'avez très bien dit, 2030, c'est juste, on est en 2023 l'année prochaine. Donc, il reste 7 ans et la programmation de travaux 2023, elle est passée. Donc, en fait, il reste même 6 ans pour réussir à faire du net zéro. C'est juste des enjeux monstrueux et on sait bien que faire de la compensation carbone en achetant des parts, vous avez beaucoup de forêts donc à la rigueur ça vous sauve, mais ceux qui vont juste acheter quelques hectares de forêt, ça suffira pas pour compenser les émissions du secteur qui sont juste monstrueuses. Donc on est face à un vrai écueil qui pour moi va vraiment transformer de l'intérieur la chaîne. Et alors après le seul sujet qui se pose par rapport à ça, c'est ça va transformer beaucoup la production chez les gros asset managers. Et il ne faut pas qu'on ait à l'inverse une classe de gens qui vont être un peu hors des grilles, entre guillemets, qui vont racheter les actifs beaucoup plus discountés et autres, et qui, eux, ne vont pas avoir ce niveau d'exigence parce qu'ils sont non listés, parce qu'ils ne sont pas soumis à un contrôle, et qu'on ait en fait une industrie un peu grise de l'immobilier qui se met en place et qui, elle, s'exonère de ces responsabilités-là. Et c'est ça aussi, on doit avoir des outils qui vont permettre aussi de tracer ça de mon point de vue. Clairement, mais je pense que l'engouement, de toute façon, sera
très similaire à ce qui s'est passé il y a 4, 5, 6 ans avec la digitalisation de la PropTech et tous ces nouveaux acteurs. J'imagine qu'on va aller dans le bon sens du courant. Cependant, comme vous l'avez si bien mentionné, 7 ans, c'est pas énormément pour le pas de géant qu'on doit faire, du moins. Je vois qu'il nous reste très peu de temps. Peut-être un petit mot de fin pour récapituler sur toutes ces tendances dont on a parlé. Bah écoutez, voilà, nous, on est super preneurs de rencontrer tous les entrepreneurs qui ont justement envie d'investir dans le green. donc on est là pour vous aider dès le début à essayer de mieux construire ou mieux gérer de façon plus green et pour pouvoir répondre aux problématiques des asset managers et des grands propriétaires. Voilà. Super, merci beaucoup Laura. Sarah ? Moi, j'étais ravie d'être ici parce que je ne connaissais pas ce salon et je trouve que ça, c'est un faute de ma part parce qu'en fait, il faut que plus de personnes comme moi viennent ici pour découvrir ce qu'on peut faire, essayer de regarder comment on peut faire avancer les choses. Donc, je pense qu'il y a un travail côté propriétaire-investisseur aussi pour provoquer une conversation plutôt qu'attendre que les gens viennent vers eux. Clairement, et inévitablement, je pense que tu es au bon endroit au bon moment, parce que Rent a été vraiment pionnier dans tout ce qui est PropTech depuis 2013, comme on le disait, beaucoup plus que d'autres grands salons de l'immobilier qui ne se focalisaient pas tant que ça sur l'innovation. C'est vrai. Et toi, Robin ? Moi, j'ai envie d'être optimiste, c'est-à-dire qu'on l'a dit, il y a des besoins qui sont énormes, il y a plein de solutions innovantes qui sont à disposition, il y a plein de gens talentueux qui viennent créer des nouvelles solutions dans ce secteur-là. Donc il n'y a pas de raison que ça ne finisse pas par matcher et qu'on réussisse à les déployer, encore une fois, à l'échelle du continent et puis pourquoi pas au-delà. Et c'est vraiment voilà, être très optimiste sur ce secteur. Beaucoup d'optimisme et c'est ça qu'on a. Merci beaucoup Laura, Sarah et Robin. Merci, je vous souhaite un très bon salon et à l'année prochaine, si ce n'est avant, je l'espère. Merci beaucoup.